Bonjour Pascal Canfin. Bonjour. La Cour des comptes a rendu hier un rapport inédit sur le coût de la filière nucléaire en France. Chacun y trouve un peu, en fait, ce qu'il veut y trouver. Le ministre de l'Énergie, Éric Besson, estime que ce rapport fait s'effondrer, je le cite, le mythe du coût caché du nucléaire et confirme au contraire l'avantage compétitif de cette énergie. A contrario, Eva Joly estime que le rapport va bouleverser les données, bouleverser l'idée que l'énergie nucléaire est une énergie pas chère. Comment fait-on pour s'y retrouver et savoir qui a raison ? Chacun peut lire le rapport, il a le mérite Voilà, d'exister, même il fait si je sais 400 qu'il fait pages 400 et pages. voilà, Moi, je pense qu'il y a des enseignements assez clairs dans le rapport. Le coût du nucléaire augmente d'année en année. C'est la seule énergie dont le coût augmente. Toutes les autres énergies, les énergies renouvelables, soit le solaire, soit l'éolien, soit la biomasse, les déchets, tout ce que vous voulez, à chaque année, le coût diminue, puisqu'on fait des gains de productivité, on apprend, on fait des progrès techniques qui font que ça produit moins cher. Le nucléaire, c'est le contraire. Quand vous prenez le coût de production après 30 ans d'exploitation, 40 ans d'exploitation du parc nucléaire, il ne cesse d'augmenter. Et aujourd'hui, les courbes se croisent. Ça veut dire que officiellement, la Cour des comptes reconnaît que le coût de production d'un mégawatt-heure de nucléaire est plus cher avec l'EPR que le même mégawattheure en éolien. Ça veut dire qu'on est en train d'investir dans une industrie dont les coûts croissent, donc le prix pour chacun d'entre nous va augmenter. Alors, dans 10 ans, sur les 58 réacteurs français, il y en aura 22 qui auront plus de 40 ans. Et donc, la Cour des comptes envisage plusieurs scénarios. Soit construire 11 EPR, ce qui paraît à peu près irréalisable financièrement et du point de vue des infrastructures industrielles, parce que c'est énorme. Soit diminuer considérablement, puisque voilà, ça coûterait 55 milliards d'euros, soit diminuer considérablement la consommation d'électricité en France, ou bien développer très largement les énergies renouvelables. On imagine bien que c'est ce qui a votre préférence. C'est le 2 et le 3. Ouais. C'est-à-dire que nous sommes d'abord, notre priorité numéro 1, ce sont les économies d'énergie. Tout simplement parce que dans économie d'énergie, il y a économie. Et dans économie, ça fait du pouvoir d'achat. C'est bon pour tout le monde, les économies d'énergie. C'est bon pour l'emploi, parce que pour faire des économies d'énergie, par exemple, il faut isoler les bâtiments. Et isoler les bâtiments, ça se fait en France. Ce sont des emplois non délocalisables, répartis sur tout le territoire. Et bien évidemment, c'est bon pour chaque famille, chaque entreprise, parce que ça lui permet de diminuer ses coûts, de faire des économies dans son budget. Donc la priorité numéro 1, ce sont les économies d'énergie. Et la priorité numéro 2, c'est de produire le moins cher possible et le plus sûr possible et le plus écologiquement compatible possible. Et ça, évidemment, le mix là-dedans, c'est d'abord les énergies renouvelables. Et vous pouvez démontrer, chiffre à l'appui, que ça ne coûtera pas plus cher que de maintenir le nucléaire. Oui, d'ailleurs, je crois que la Cour des comptes le fait aussi. Enfin, elle n'apporte pas immédiatement comme ça des éléments en votre faveur. Mais il y a plusieurs études qui ont montré que c'était à peu près équivalent. On ne dit pas que demain on reste gratis et que les énergies renouvelables, ça ne coûte rien à produire. En revanche, le coût total de l'investissement nécessaire pour produire l'énergie de demain, c'est à peu près le même en termes d'investissement, qu'on fasse du nucléaire ou qu'on fasse des économies d'énergie et du renouvelable. Vous avez le choix entre une source d'énergie qui est extrêmement dangereuse, puisque quand elle implose, c'est l'ensemble qui implose, à la fois en termes économiques et humains. Et puis vous avez en face, pour le même coût, quelque chose qui est réparti sur tout le territoire. Et quand une éolienne explose, c'est pas très grave. Franchement, je vois plus la rationalité du choix du nucléaire. On nous a dit c'est le moins cher, c'est plus vrai. On nous a dit c'est totalement sûr, c'est pas vrai. On nous a dit c'est l'indépendance française, c'est totalement faux, puisque l'uranium est complètement importé. Donc il n'y a plus aucun argument à défendre le nucléaire. Est-ce que ce rapport est une bénédiction, j'allais dire, pour Eva Joly, dont la campagne, c'est le moins qu'on puisse dire, a du mal à décoller? C'est clair que ça valide en grande partie ce qu'on dit depuis 30 ans. Et donc on était les seuls à le dire. Depuis Fukushima, il y a une prise de conscience dans la société, dans une partie de la classe politique. Et c'est quand même grâce, évidemment, malheureusement à Fukushima, mais aussi grâce à la pression que nous avons mis, nous écologistes, que ce type de rapport sort. On sort de 30 ans d'opacité sur le nucléaire. Donc ça valide nos thèses. Et je vous invite aussi à regarder ce que Eva Joly dit en matière de solution à la crise économique, puisque la première préoccupation des Français et des Européens, c'est l'emploi et le pouvoir d'achat. Et on voit bien qu'on ne peut plus raisonner avec les solutions du passé. Il y avait une interview très intéressante dans Le Monde aujourd'hui de la commissaire européenne à l'environnement qui dit « on raisonne en silo ». On regarde la crise environnementale, la crise écologique, et à côté, on regarde la crise économique. Et on n'arrive pas à mélanger les deux et à se dire, voilà, pour sortir de la crise,
par le haut. Ce n'est pas les solutions du passé qu'il faut regarder, c'est mettre en place des solutions innovantes. Et parmi ces solutions innovantes, il y a évidemment les solutions vertes. Et ça, c'est aujourd'hui le cœur du projet d'Eva Joly. Et je pense qu'elle va finir par être entendue, même si je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, c'est difficile. Pourquoi elle n'y arrive pas ? Je pense que la campagne a été désaxée en quelque sorte sur des préoccupations qui ne sont pas les préoccupations principales des Français. Je pense par exemple aux jours fériés. C'était des maladresses ? Non, mais c'était supprimer le défilé du 14 juillet, sur le fond, créer de nouvelles fêtes, sur le fond, de nouveaux jours chômés religieux. Sur le fond, je pense que c'est intéressant de se dire, dans la société française d'aujourd'hui, le contrat autour d'une laïcité ouverte peut être revu. Le problème, c'est que objectivement, c'était pas le bon moment pour le sortir. Et donc, ce qui est très très clair maintenant, c'est que dans les 80 jours qui restent, on se concentre sur l'écologie comme solution pour sortir de la crise. Et sur un deuxième pilier qui est correspond totalement aussi aux attentes des Français, qui est la République exemplaire. Plus de démocratie, plus d'éthique, plus de partage de pouvoir dans une société française qui est assez sclérosée sur ce sujet. Avant-hier soir, 25 des 27 pays européens se sont mis d'accord sur un pacte budgétaire qui prévoit des sanctions presque automatiques en cas de non-respect d'un certain nombre d'engagements de lutte contre les déficits. À cette occasion, l'Allemagne a proposé de placer la Grèce sous tutelle très directe d'un représentant de la Commission européenne qui aurait eu un droit de veto sur les choix et les décisions du gouvernement grec. Est-ce que cette solution vous paraît acceptable ? Non, je pense qu'on ne peut pas aller aussi loin dans le transfert de souveraineté sans créer une vraie démocratie européenne. Or, le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de vraie démocratie européenne. Ça voudrait dire que ce seraient quelques fonctionnaires de la Commission qui prendraient des décisions qui s'imposeraient ensuite au peuple grec. Je pense que ce modèle-là, ce n'est pas le modèle de l'Europe fédérale que nous, écologistes, on a en tête. Le fond du problème, c'est que les solutions qui sont proposées à la Grèce aujourd'hui ne marchent pas. Et vous aurez beau leur taper sur la tête encore plus, vous aurez beau leur faire signer tous les engagements du monde, si ce qu'on met en place ou ce qu'on leur demande de mettre en place ne fonctionne pas, de toute façon, ça ne fonctionne pas et ce n'est pas de leur faute. Donc je pense que la priorité, c'est effectivement de clore la négociation pour enlever le fardeau d'une partie de la dette grecque, autour de 70%, et ensuite inventer un nouveau chemin qui ne soit pas que sur l'austérité pour le peuple grec. Et là, il y a encore, on le sait, des marges de manœuvre dans l'évasion fiscale. Ça n'a pas été la priorité jusqu'à présent. Il y a des marges de manœuvre dans les dépenses militaires et il y a des marges de manœuvre dans un plan d'investissement vert adossé à la Banque centrale. Très rapidement, Pascal Canfin, Dassault est en bonne position pour vendre 126 Rafales à l'Inde. Est-ce que vous dites bravo, bonne nouvelle ? Je dis d'abord, voyons de voir, puisque le contrat oui, enfin, si ça se confirmait. Écoutez, après ça, on va dire l'Inde et le Pakistan, ce sont deux puissances militaires qui peuvent se faire la guerre. Je pense sincèrement qu'on n'est pas dans une logique nationaliste qui permet de dire c'est très bien de vendre 126 Rafales à l'Inde, ça ne sera jamais notre position. Voilà. Et à propos de la crise et des banques, je renvoie à un bouquin que vous venez de publier qui s'appelle « Ce que les banques vous disent et pourquoi il ne faut presque jamais les croire ». Petit ouvrage très intéressant. Merci Pascal Canfin, bonne journée.